Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Avec notre invité ce soir à 18h19 dans Europe Soir, c'est un éminent professeur, chef du service urologie de l'hôpital Cochin à Paris, qui sort un ouvrage choc sur la réalité du malaise à l'hôpital. Bonsoir professeur Mickaël Perromort. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe Soir. Alors votre livre s'intitule Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est aux éditions Albin Michel. Est-ce que vous y décrivez, on va en parler très longuement ce soir, est assez inquiétant pour l'avenir. Je voudrais d'abord avoir votre sentiment sur une question d'actualité. Comment jugez-vous la situation sanitaire? On assiste, c'est vrai, à une exposition, à une progression exponentielle du virus. Le seuil d'alerte est dépassé dans 19 départements. Le nombre d'hospitalisations progresse fortement. Beaucoup de médecins redoutent une nouvelle saturation des services de réanimation. Est-ce que c'est également votre crainte? On voit à l'hôpital qu'en effet, les cas augmentent, les cas graves augmentent. Alors évidemment, les réanimations sont très loin d'être saturées puisque ça reprend progressivement, mais on craint en effet la fameuse deuxième vague. Si on continue avec ce même rythme, disait ce matin le professeur Fontanet, on arrivera dans une situation absolument critique en décembre. C'est également ce que vous observez, vous, du haut de votre tour de contrôle à Cochin? Tout à fait. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais c'est vrai que ça augmente très vite et les nouveaux cas qui transitent par les urgences, effectivement, augmentent très vite. Est-ce que vous diriez que les hôpitaux sont cette fois armés pour faire face à une seconde vague? Et là, ça rejoint ce que vous dites dans votre ouvrage. Olivier Véran promet par exemple que 4000 lits à la demande pourront être mobilisés en cas d'afflux dans tout le pays. Il y a des choses qui sont mieux préparées, évidemment, à la fois sur le plan logistique et sur le plan matériel, puisqu'on aura cette fois-ci plus de masques, le cas échéant. Oui. Mais en revanche, sur le capacitaire, c'est-à-dire sur les lits de réanimation, le compte n'y sera pas, si jamais ça se produit. Alors c'est dans ce contexte que vous publiez donc cet ouvrage, choc, je le disais, sur l'état des lieux de l'hôpital public. Vous décrivez des hôpitaux dignes du tiers-monde, c'est les mots que vous employez, dans un état lamentable. Oui. C'est vraiment ça la réalité en 2020 de l'hôpital public? Certains hôpitaux français sont effectivement dignes du tiers-monde puisqu'on n'a pas investi depuis 1 ou 2 ou 3 décennies. C'est vrai que la santé, malheureusement, a stagné dans notre pays. Mais quelle situation, par exemple? Quand vous dites digne du tiers-monde, ça n'est pas rien, les mots ont un sens. Vous avez encore, par exemple, des chambres à 4 lits dans certains vieux services de chirurgie. C'est tout à fait inacceptable, ne serait-ce que pour des raisons de contagion infectieuse. Oui, mais ça veut dire que le matériel est défaillant, ça veut dire qu'on met en danger la sécurité sanitaire, la santé des patients? Bien sûr. Pas partout, encore une fois, mais il y a beaucoup d'hôpitaux français qui sont à la traîne, qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas professeur? Je ne peux pas vous dire, mais à mon avis, il y a un bon quart des hôpitaux français qui sont en retard. Je le pense, oui. Notamment en province, dans les petits hôpitaux qui n'ont pas pu être rénovés. Alors sur les réponses que vous apportez dans le livre, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de réponses aussi, et de clés de compréhension. Vous militez notamment pour une revalorisation des salaires. 20%, dites-vous, mais en échange, il faut travailler plus. Alors, moi, j'ai un peu l'impression que les soignants, les infirmiers, les infirmières, les médecins travaillent déjà énormément. On parle de burn-out, on parle d'heures supplémentaires qui n'en finissent plus. Alors, il faut quand même rétablir un peu la vérité. Il y a des gens qui travaillent énormément à l'hôpital, en particulier les médecins et les cadres de direction. Oui. Pour ce qui est du personnel soignant, infirmières et aides-soignants, c'est vrai que ces gens-là travaillent dans des mauvaises conditions à cause des dysfonctionnements et des manques, ça c'est vrai. Mais il faut aussi reconnaître que leur temps de travail est assez confortable par rapport à d'autres pays. On se plaint, et à juste titre... Il faut qu'ils travaillent plus. Oui, moi je le pense. Alors c'est vrai qu'on voit très souvent des personnels dans les émissions se plaindre d'avoir fait des heures supplémentaires, d'avoir été rappelés le week-end, etc. Ça existe, mais ça existe que pour une petite part des agents, d'une part, et d'autre part, quand ils sont amenés à faire ça temporairement, ils récupèrent ensuite. Oui, mais ça n'est pas du tout le sentiment qu'on a quand on interroge les personnels soignants. Vous avez vu pendant la crise sanitaire, on a vu des gens en burn-out, des infirmières à bout, qui dormaient au milieu des brancards. Bien sûr, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que 50% de l'hôpital était à l'arrêt et qu'il y avait des gens qui étaient payés à rien faire. Donc ce que vous pointez du doigt, ce sont les administratifs, les personnels dans les bureaux? Non, je pointe du doigt beaucoup de choses, beaucoup de dysfonctionnements et aussi une mentalité qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens comptent leurs horaires, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et il y a une fonctionnalisation de l'ensemble du système qui plombe l'hôpital.
Il n'y a pas que ça comme problème, il y en a beaucoup d'autres. Vous dites qu'il y a une responsabilité claire de la bureaucratie dans les défaillances de la gestion de la crise et la gestion de l'hôpital. Bien sûr, ça c'est le problème de la gouvernance. En fait, l'hôpital avant était à la main des médecins et des soignants et le patient était au cœur des préoccupations. Ce qui a beaucoup changé en 20 ans, c'est qu'on a mis en place une gouvernance assez rigide, assez administrative, qui a créé beaucoup d'inertie. Mais ça va changer dans le bon sens, si j'en crois les annonces faites par le ministre Olivier Véran avec le Ségur de la Santé. Les annonces sont faites, reste à savoir si les actes seront joints aux paroles. Alors vous dites aussi, professeur Mickaël Perromort, vous dites il faut en finir avec la gratuité des soins. Oui. Sujet hautement inflammable, tabou. Oui, Page 169, l'idée, dites-vous, serait de mettre en place un panier de soins pris en charge à 100% pour les soins fondamentaux, c'est-à-dire les cancers, les urgences, les maladies chroniques notamment, et le reste, les petits bobos, pour faire simple, mais pas que, seraient payés par l'assuré ou les complémentaires. Exactement. Alors, je ne veux pas passer pour un grand méchant antisocial, mais pour moi, c'est une vérité. La sécurité sociale a été faite en 1945-46, à l'époque où les gens mouraient très tôt après leur retraite. Et donc, les maladies, à l'époque, étaient fatales. Aujourd'hui, les gens passent autant de temps en retraite qu'en activité. Ils développent des maladies, plusieurs, qui ne sont plus létales, en fait, qui deviennent chroniques et les traitements sont de plus en plus coûteux. Et donc, il faut voir cette réalité en face. Et tant qu'on voudra rembourser à tout prix toutes les bobos du quotidien, etc., la sécurité sociale sera dans le rouge, de mon point de vue, et on ne pourra plus investir à côté, dans les hôpitaux, dans les salaires des personnels. Mais on pourrait vous répondre que ça va accentuer les inégalités de traitement entre les citoyens. Je comprends ceux qui ont de l'argent et les moyens de se soigner, et puis les autres. Les inégalités existent un peu déjà. Comme le modèle anglo-saxon. Les inégalités existent déjà. Vous avez des gens, par exemple, qui sont couverts par la CMU. Il y en a 5 millions environ qui ne payent strictement rien. Et vous avez tout un tas de gens qui travaillent avec des petits salaires qui, eux, ne sont pas pris en charge et qui ont un reste à charge. Les inégalités, quel que soit le système que vous mettez en place, vont exister. Je voudrais terminer par une question et revenir sur le sujet d'actualité qui est la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'on a donné trop d'importance aux scientifiques dans la gestion de cette crise? Je vous pose la question parce que page 218, vous dites « Nos dirigeants ont fini par s'effacer. Ils se préparaient à être responsables et pas coupables. » Exactement. Il m'est apparu, c'est mon idée, qu'à un moment donné, les politiques qui n'étaient plus crédibles parce qu'ils avaient donné des informations très contradictoires se sont réfugiés derrière le fameux conseil scientifique. Trop de mon point de vue. Je pense en effet que les politiques ont à prendre l'avis des médecins dans pareille situation, mais là, ils l'ont trop fait, ils se sont presque effacés. Merci Mickaël Perromort d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Je rappelle le titre de votre livre, Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit. C'est aux éditions Albin Michel et c'est dans évidemment toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Merci.